En 1943, le monde subit l'une des plus grandes perturbations sismiques. Une onde de choc enregistrée par plus de 80 bases militaires allemandes et 137 bases militaires américaines a provoqué la panique au sein des dirigeants gouvernementaux. L'Europe vit alors sous l'emprise d'Adolf Hitler. Dépressif chronique, artiste raté, soldat peureux et valet de chambre, qui développa dès le plus jeune âge les maladie qui provoque une peur incontrôlée envers les adeptes de la religion judaïque. Auparavant, il tenta l'art de Van Gogh, avant de comprendre que son seul point commun avec l'artiste était son goût pour le sadisme. Simple soldat lors de la Première Guerre, sa bravoure fut souvent remise en doute. Son manque de confiance en lui ne le conduit qu'à dénicher quelques petits jobs à mi-temps, comme par exemple valet de chambre, garçon d'étage ou encore cireur de chaussures. À l'heure actuelle, les scientifiques français, canadiens et sud-africains ne parviennent toujours pas à expliquer comment Adolf Hitler parvenait à distinguer un juif d'un chrétien à l'œil nu. Mais en 1943, l'Allemagne nazie transforma l'ancien continent en vaste territoire dévasté, soumis aux conditions d'un seul homme. Nom de code de l'opération, Adolf Buch, Hitler Misère. L'essor du monde repose alors sur les États-Unis. L'onde enregistrée à 15h46 GMT le 9 novembre 1943 n'a jamais pu être expliquée ni par les scientifiques militaires américains, ni par les scientifiques militaires allemands, ni par le département des recherches confidentielles des États-Unis. Puisqu'il y a peu, le 9 novembre 1989, un événement dédié à toute l'énigme de l'affaire. À la demande du président des Nations Unies, cette information devait rester confidentielle. Après plusieurs centaines d'heures de négociations, 2 hypothèques sur chacune des maisons des membres du projet et plusieurs centaines de mètres de sucés dans les toilettes du Parlement européen, nous avons réussi à obtenir la preuve irréfutable que l'homme fit l'une des plus grandes découvertes de tous les temps, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'ignoriez encore. Les travaux d'un physicien norvégien, le professeur Guy Kikaskié, né à Stockholm dans la maison familiale des Kikaskié, je sais pas, le 13 du 10 1877, à 19h32 et 45 centièmes, révèle des découvertes importantes concernant la 4e dimension. La construction de la machine prit plus de 20 ans de travail manuel et des centaines d'années de recherche. Des travaux manuels. À vrai dire, les premières générations à s'y questionner remontent au 7e siècle après Jésus-Christ, de Nazareth. Il s'agit de Jeff et Susan van Darzenpoot de Bruxelles, qui en avaient ras-le-bol d'entendre leur pendule. La machine aurait été testée par le professeur Kikaskié lui-même lors de la Première Guerre mondiale, en plein China Twain, dans les sous-sols d'une galerie annexe du métro londonien. Le choc alors émis par le déplacement spatio-temporel aurait causé la même onde sismique que celle enregistrée en 1943.
En 1943, le monde subit l'une des plus grandes perturbations sismiques. Seulement voilà, à cette époque, les Allemands bombardaient le monde sans merci. À son retour, il décida de détruire la machine, mais la nouvelle s'était répandue. Sa nonne, affolée par son absence, dévoila à la presse les recherches du professeur. L'affaire fut rapidement étouffée par le gouvernement américain, qui transforma la version initiale en canular hollywoodien. Ils s'emparèrent des notes de la machine et du professeur. Emprisonné pour son savoir, il demeura 15 ans dans le couloir de la mort, avant d'être libéré sous caution et innocenté. Ses recherches ne représentaient plus aucune menace. Pour la sécurité des citoyens, les autorités gouvernementales ont décidé d'enterrer le projet et d'entreposer secrètement la machine. Ça est par ici, suis-moi. Mais bien sûr que c'est par ici. Tais-toi et avance. Oui, chef. Ces endroits de bonnes ceux-là, hein. Moi, je T'es vais te complet. bloquer là. Ah, j'ai trouvé du moisi. Ah oui? Mon Dieu que ça Ah pue. oui? Mon Dieu que ça Ah pue. oui? On va faire sauter le pourri. Tout droit. Et un peu plus à droite. Physiologically, the heart is a muscle in the body. La crise financière des années 30 contraigna le nouveau gouvernement restauré des États-Unis de réorganiser les bases militaires de la côte Est. Des centaines de pavillons devaient être détruits. Dans la foulée, la machine fut vendue à Sir Helmut Davenzut de Londres pour la modique somme de 30 000 $ américains. Considéré comme une œuvre d'art par son nouvel acquéreur, il l'installa dans son séjour. Mais le secret que renfermait l'œuvre ne garda pas longtemps sa neutralité. Le propriétaire fit d'actives recherches et découvra son utilité. Il décida de cacher la machine dans sa cave et de ne dévoiler son trésor à personne. Il ne tenta aucun voyage et rangea ses clés dans le coffre. Aux États-Unis à cette époque, une seule icône conquit le cœur de tout un continent, voire du monde. Charlie Chaplin. Ses cascades et son art du ridicule provoquent l'euphorie de toutes les générations. Quelques années plus tard, Dodolphe, l'Allemagne nazie, déclare la guerre à la Pologne et l'Europe. Chaplin voit en ce perturbé psychologique un magnifique modèle du ridicule. Sa place d'humoriste lui permet aisément de déclarer ses opinions et de faire de Dodolphe la risée du monde entier. Enragé, Hitler se jura de venger son image à travers les siècles, grâce à un fils caché. Il prit son courage à deux mains, vida quelques litres de vin d'abbaye et goba une gélule aphrodisiaque. Après plusieurs mois, sa secrétaire mit au monde un petit nommé Relich Hippolyta. Mais son amertume le poussa à envoyer quelques lettres et des centaines de bouteilles de Bordeaux empoisonnées à son adversaire. Mais Chaplin avait d'autres préoccupations. En plus de ses mariages, il eut d'innombrables conquêtes. L'une d'elles lui donna un fils prénommé Louis. Entre deux tournages et deux biberons, Charlie rendait visite à Louis dans le secret le plus absolu. La guéguerre médiatique et les pressions exercées par les camps adverses inquiétaient les deux pères. Dodolphe n'en dormait plus de la nuit, et le jeu d'acteur de Charlie ne le satisfaisait guère. Leur joyau devait être protégé. Hitler se connecta au réseau Interfric, un réseau de pages HTML qui proposait des ventes, échanges et dialogues en direct
pour les Richards de l'époque. Pendant ce temps, Sir Helmut d'Avenzut, ruiné par le prix du bétail en chute depuis des mois, se voit contraint de vendre la machine à explorer le temps. La mise en vente se fit sur eWay, et 2 acheteurs firent une très bonne proposition. Helmut, affamé, décida de contacter les acheteurs et d'expliquer réellement ce qu'est l'objet qu'il souhaite acquérir. Après maintes et maintes négociations, les futurs acheteurs et Moumout se mirent d'accord. Un seul passager par acheteur. Le prix ne garantit que le voyage aller. 15 kilos maximum de bagages par personne. Le billet n'est ni échangeable, ni remboursé. La destination du voyage est fixée au 14 avril 1989. La seule preuve de l'existence de la machine à explorer le temps et du voyage spatio-temporel reposait depuis le 14 février 1989 sur la signature du contrat entre Sir Helmut d'Avenzut, Charlie Chaplin et Adolf Hitler.